Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV, émission spéciale Ruy López de Segura, sortie de son livre entièrement traduit en français, en notation algébrique, je crois que c'est la première fois, livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs, publié la première fois en 1561. 1561, alors c'est une époque, il faut savoir, où l'Espagne domine le monde économique et maritime avec la Grande Armada, la fameuse Grande Armada. On est sous Philippe II d'Espagne quand Ruy López publie son livre. Philippe II d'Espagne, c'est le fils du grand Charles Quint. Charles Quint qui était le plus grand monarque d'Europe, qui a réuni plusieurs royaumes. Et Philippe II, donc son héritier, hérite d'une espace surpuissante qui a tracé le chemin vers l'Amérique, qui a conquis l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et qui donc ramène beaucoup de richesses en Europe et qui se retrouve donc extrêmement puissante. Et Ruy López est le meilleur joueur du monde. Il ne sera défait que environ 14 ans, je crois, c'est en 1575, c'est ça, face à Leonardo d'Acutri, l'italien. Donc 15 ans après l'édition, 14 ans après l'édition de ce livre. Ce livre fait 457 pages. 457 pages d'histoire, 457 pages de fondation du jeu d'échecs, puisque bien entendu on va retrouver l'origine de la partie espagnole, mais aussi beaucoup d'autres choses, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va parcourir un petit peu quelques pages de ce livre, on ne pourra pas évidemment bien entendu tout voir, c'est impossible. Donc on y va. Ruy López de Segura, donc livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs, libro de la invención liberal y arte del ajedrez. Alors il faut savoir que invention libérale, ça signifie en fait l'invention d'un art libéral, en fait. C'est-à-dire que les arts libéraux étaient sous l'Antiquité, chez les Romains, en fait, les matières qui étaient enseignées, notamment les mathématiques, l'astronomie, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un sens très différent du terme libéral qu'on peut voir, qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà, bon, tout ça est expliqué dans le livre. Il y a aussi pas loin de 450 notes de bas de page dans ce livre. Voilà, on verra quelques éléments. Alors, le sommaire, rien que le sommaire fait pas loin de 16 pages. Vous imaginez 16 pages de sommaire, vous voyez comme le livre est dense et riche. Alors, il est séparé en 4 livres. Alors tout d'abord, il y a ici comme une recommandation de l'officiel que j'ai traduite entièrement, puisque je me suis basé sur l'original, j'ai lu directement de l'espagnol. Recommandation du représentant du roi, qui est très intéressante en termes économiques, de voir ce qui est dit là, c'est tout à fait intéressant, parce qu'on y parle de la vente du livre, etc., des choses très intéressantes. L'épître de Ruy López, donc la lettre d'introduction de Ruy López, très intéressante aussi, donc traduite aussi. Et donc le livre 1, c'est une reprise des travaux de moralité du jeu d'échecs de Jacobus de Sessolis, Jacques de Sessol, dominicain italien, vers 1300-1400, qui écrit un livre de fondation et d'explication de la forme des pièces, de leur marche, de la marche des pièces, de l'histoire du jeu, de ses origines. Pourquoi? Parce que avant Jacques de Sessol, le jeu d'échecs était interdit par l'Église, comme l'Église interdisait tous les jeux à cause des problèmes des paris, du vice qu'il y avait sur les jeux, notamment les jeux de hasard. Mais justement, on a expliqué que le jeu d'échecs n'était pas un jeu de hasard. Donc finalement, l'Église est revenue sur sa position. Et pour finalement permettre la pratique du jeu, un dominicain, Jacques de Sessol, a écrit un traité de moralité. Voilà, un traité de moralité que Ruy López reprend. Donc ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est qu'il reprend, c'est pas la seule chose qu'il reprend, vous allez voir, des éléments antérieurs qui fondent le jeu. Donc ce traité est vraiment un traité de consolidation et de fondation du jeu. À cette époque, seule l'Espagne et l'Italie vraiment jouent aux échecs, très peu en France, voire pas du tout, très peu en Angleterre, très peu en Allemagne, voire pas du tout. C'est l'Espagne et l'Italie. Il faut savoir que c'est l'Espagne qui sort de 7 siècles d'occupation par les Arabes, de 700 environ à fin 1492, je crois, tout simplement en 1492, c'est la prise de Grenade par les rois catholiques espagnols. C'est le dernier bastion mort. Donc 7 siècles d'occupation où les morts ont implanté un petit peu le jeu d'échecs, enfin même un petit peu, beaucoup. Et donc c'est de là que la pratique finalement est la plus, c'est là que la pratique est la plus forte en Espagne et aussi en Italie.
Donc le livre 1, ça reprend ces éléments de Jacobus et Solis. Alors on va voir qu'il y a quand même, oui, regardez, on va arriver jusqu'à 28 chapitres. Voilà, j'ai 28 chapitres pour ce premier livre. Alors il reprend ces éléments, bien sûr aussi il les commente. Alors à noter le chapitre 27 ici, qui est très long, en fait il apparaît pas ici, mais en fait il est très long, et c'est là où les règles et conseils de Ruy Lopez sont établis sur le jeu d'échecs. Les règles du jeu sont concentrées ici, et avant on a quand même ici la forme et la marche des pièces, hein, qui sont expliquées et justifiées. C'est très intéressant pour ça, hein, en termes historiques. Alors je passe, livre 2, on rentre vraiment à partir du livre 2, livre 3, livre 4 dans le jeu d'échecs, avec cette fois donc vraiment ouverture, technique de jeu, explication. Le livre 2, c'est Ruy Lopez, le cru de Ruy Lopez, comment jouer, telle et telle ouverture, on va voir, c'est très intéressant. Alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, donc, le roi ne roque pas, il n'y a pas le roque, le roque qui est quand même le seul coup où on bouge deux pièces à la fois, hein, roi et tour, mais le roi saute. Et donc tout le traité de Ruy Lopez, le roi saute. Ceci dit, il fait quand même référence au roque, qui existe quand même à l'époque, il faut le savoir, mais uniquement, comme il le dit, dans certains endroits d'Italie. Voilà. Donc pas dans toute l'Italie, dans certaines parties d'Italie. Alors il le sait parce qu'il a fait des voyages en Italie en tant que prêtre, puisque Ruy Lopez est prêtre. Il va notamment assister à l'élection du pape, hein, donc il en parle d'ailleurs dans le livre, c'est très intéressant à suivre. Il va en 1561 à Rome pour l'élection du pape, et il va là-bas rencontrer les meilleurs joueurs italiens qu'il va tous écraser à ce moment-là, ce qu'il va réitérer d'ailleurs plus tard, avant finalement de perdre face à Leonardo da Cutri, mais 14 ans plus tard, 14 ans après l'édition du livre, dans un tournoi organisé à la cour du roi à Madrid. Donc cette façon que le roi a de sauter, donc de bouger de deux cases où il veut, et y compris en sautant par-dessus ses pièces, un peu comme un cavalier, mais il peut le faire comme un fou aussi. Donc il peut sauter de deux cases comme un fou, c'est le seul à pouvoir faire ça. Eh bien change un petit peu la nature du jeu. Et notamment l'évaluation des positions d'ailleurs change. Alors voilà, livre 2, donc ces ouvertures, avec ce fameux roi qui saute. Voilà, alors regardez, là aussi c'est quand même assez long, hein, c'est une partie assez dense, jusqu'à 29 chapitres. Voilà. Ensuite on a le livre 3. Livre 3, alors là, on passe dans autre chose. C'est vraiment très intéressant, puisqu'il va reprendre là aussi quelque chose d'autre, le livre de Damiano. Alors Damiano, portugais, qui précède Ruy Lopez, hein, il est au début XVIe siècle, hein, dans les années 1520, 1530, par là, son livre sort à Rome, et en 1512 je crois d'ailleurs, à vérifier la date exacte, c'est écrit dans le livre, hein, je ne l'ai pas en tête ici. Damiano sort son livre à Rome, bien qu'il soit portugais parce qu'il a émigré à Rome, il le sort en italien, et ce livre fait autorité apparemment, puisque Ruy Lopez se sent dans l'obligation de reprendre ce livre de Damiano, qui sans doute est le seul livre qui est cité par les joueurs, parce que c'est le seul livre un peu théorique qui reprend en 12 chapitres, hein, c'est un petit livre comme il le dit Ruy Lopez, hein, librillo il l'appelle, librillo, ce qui veut dire petit livre, un livret quoi, si vous voulez, ou librico, il utilise soit librico soit librillo, donc c'est très intéressant en termes espagnols. Ce livre donc reprend quelques ouvertures expliquées, notamment le fameux Gambit de Damiano, dont on verra un exemple tout à l'heure. Donc Ruy Lopez reprend le livre de Damiano quasiment intégralement, il reprend les explications, bon, bien sûr il les simplifie aussi pour que ce soit lisible, alors avec la notation algébrique c'est encore plus simplifié, et il va bien sûr les critiquer, les commenter et les enrichir. Voilà, donc c'est très intéressant. En termes historiques, puisqu'on se retrouve avec Jacques de Sesol et Damiano, 3 livres dans un en fait finalement. Et enfin, alors ce livre 3 qui est quand même important, hein, voilà, puisqu'il va faire jusqu'à 20 chapitres, 21, 22, regardez, 24 chapitres, voilà, 24 chapitres, c'est une partie très importante. Et enfin le livre 4, très intéressant, les parties à avantage, c'est-à-dire les parties où on donne par exemple une pièce à l'adversaire d'avantage, ou un pion, ou l'avantage de jouer 2 coups d'un coup, ce genre d'avantage qu'on donnait aux joueurs moins forts pour lui donner des chances. Alors il faut savoir, comme Ruy Lopez l'explique, même à l'époque, il explique ça en détail, on joue quand même de l'argent, il y a des enjeux sur les parties,
Et donc, parfois, pour intéresser la partie, on va donner un avantage pour que les joueurs acceptent de jouer, en espérant bien sûr les défaire et prendre la somme gagnée au passage. Voilà. Donc livre 4, très intéressant, mais plus court, hein, une quinzaine de chapitres, voilà, jusqu'au chapitre 15. Voilà. Alors on va voir maintenant quelques exemples de ces contenus sur les 3 livres qui suivent, enfin sur les 4 livres même. D'abord sur le livre 1, donc c'est-à-dire la partie origine du jeu, et notamment alors, le chapitre 27 dont je vous ai parlé un petit peu, qui reprend toutes les règles et la façon bien sûr de pouvoir jouer aux échecs, et aussi les conseils de Ruy Lopez. Voilà, il y a une partie, je crois qu'il y avait plus d'une vingtaine de règles, et il y a aussi une vingtaine de conseils. Voilà. Tout ça dans ce chapitre 27, qui est le plus gros de tous les chapitres du livre 1, et qui est vraiment un chapitre très très dense. Alors je vous lis la page, à partir de la ligne 3, même au début, tiens, et on finit la page précédente, ce qui veut dire qu'une partie de la victoire est de déconcerter l'ennemi avant que de se battre. Alors il y a une note de bas de page ici. Le déconcerté vient du terme espagnol turbar. Alors il faut savoir que dans le livre il y a plus de 400 notes de bas de page, hein, donc 457 pages de livre et plus de 400 notes avec beaucoup de termes espagnols que j'ai repris pour les curieux et notamment les hispanisants qui auraient voulu avoir quelques références des termes. Je l'ai mis parce que parfois moi j'ai choisi une traduction, mais on pourrait le traduire autrement bien entendu. Alors le 7e conseil et que le joueur essaie d'amener son ennemi à être le plus fatigué et le plus affligé que possible. Oui, c'est quand même très amusant comme conseil ça, parce qu'en lui mettant ainsi la pression, la force de son imagination se tarira, et cela lui fera faire des erreurs. Ce qui sera le contraire s'il a la compréhension et l'imagination facile, qui sont la cause permettant l'invention de beaucoup de merveilleuses suites et la découverte de bons coups. Parce que comme nous l'avons dit plus haut, une partie de la victoire est de perturber l'ennemi. Vous voyez comme c'est quand même joli comme conseil ça. Voilà, c'est quand même très beau de voir ce type de conseil, quand même qui est très pratique, très pragmatique. On est loin du jeu, on est sur la fatigue de l'adversaire et sur comment essayer de tirer profit comme ça de sa forme. Le 8e ou la 8e règle, 8e conseil ou 8e règle, est que celui qui veut devenir un bon joueur et qui souhaite remporter la victoire sur ses ennemis fasse en sorte de toujours les attaquer avec ses troupes bien organisées et unies, en ne dispersant pas d'un côté les pions et de l'autre les pièces, sans séparer les pions les uns des autres autant que possible, parce que s'il joue de manière dispersée, ses ennemis le feront facilement échouer. Comme le dit Vergesius dans le livre 3, titre 15, Magis expedit ut concertim pugnent, je vous passais du latin. Il cite beaucoup de latin. Alors, c'est Jacobus de Sessolis aussi qui cite du latin, mais là on est sur les règles établies par Ruy Lopez lui-même. Il cite beaucoup d'auteurs italiens. Ce qui veut dire qu'il est meilleur, donc il traduit quand même aussi, hein, heureusement, ce qui veut dire qu'il est meilleur et qu'il convient mieux que ceux qui veulent obtenir la victoire se battent en rang serré, collés les uns contre les autres, pourrait-on dire, afin qu'ils puissent s'avantager et céder sans s'écarter au loin. Car si l'escadron est beaucoup trop séparé, ou amaigri pourrait-on dire, en étant prestement et impétueusement assaillis par leurs adversaires, ils seraient brisés et démantibulés, les ennemis entrant parmi eux. Ensuite, il ne pourrait plus y avoir aucune solution du fait qu'ils ne puissent pas se réunir pour les renforcer et les défendre. Comme le dit le même Vergesius, etc. Encore une citation latine. Alors vous voyez, c'est quand même très imagé, beaucoup de références aux auteurs anciens, antiques, latins notamment, pour expliquer sous des termes de bataille, des termes un petit peu guerriers, comment le jeu d'échecs permet d'avoir des allégories comme ça sur la notion de bataille. Alors, un autre, on est plus loin ici, on est page 148, un autre conseil aux règles de jeu, je trouve ça intéressant à vous montrer comme exemple. Alors nous l'avons dit, une tour et un cavalier ne peuvent pas gagner la partie contre une tour si celui qui a la tour sait jouer, ça fait référence à la page précédente, donc il nous explique quand même que tour et cavalier, on ne peut pas gagner contre une tour. Et ce qui est dit dans ces deux règles précédentes, donc, n'est pas contre celle qui les précède, mais parce qu'il faut prendre en compte, qu'il faut le tenter, quand celui qui le tente ne peut pas perdre, qu'il s'aventure à essayer de gagner.
Alors, il y a une note de pas de page ici avec un échiquier. Alors évidemment l'échiquier est rajouté parce que dans l'original il n'y a aucun, c'est que du texte, hein, donc c'est très très lourd à lire. Hein. Tous les coups notamment c'est du texte, hein, c'est pas du tout de la notation algébrique, donc c'est long et difficile à lire. Mais ici quand même ça simplifie. On voit une position ici, simplement il nous explique que si au bon moment ici, avec tour et cavalier, ici on peut prendre le pion F5 avec le cavalier ici, voilà, avec ce cavalier on peut prendre le pion F5. A noter que la tour ne peut pas venir en F7 pour clouer le cavalier puisqu'il viendrait faire un échec en D6, la tour F7 serait perdue. On peut prendre un F5 et après la prise du pion on prend de la tour et on se retrouve avec tour et deux pions contre tour et cavalier. C'est ce que nous explique Ruy Lopez. Essayez de tenter ça parce que lui de toute façon avec tour et cavalier pourra pas gagner, mais vous avez deux pions maintenant. Et donc, si vous sacrifiez le cavalier contre deux pions, vous pouvez tenter de gagner. Vous voyez, des conseils très pratiques, très intéressants à étudier. Effectivement, avec tour et deux pions contre tour et cavalier, vous ne risquez pas de perdre, vous ne risquez que de gagner. Vous pouvez gagner. C'est très difficile à gagner, mais en tout cas, vous avez des chances de gain alors que l'adversaire n'en a plus. Voilà. Tout ceci, il nous le dit, notez bien de le faire au bon moment, et selon où se trouvera votre propre roi, hein, parce qu'il pourrait se trouver enfermé dans un endroit tel qu'il ne conviendrait pas de le faire pour ne pas perdre la partie. Il vous dit quand même, faites attention, faites ce sacrifice, mais vérifiez quand même que vous ne serez pas mat derrière, parce que votre roi est mal placé. Donc vous voyez, c'est quand même à la fois simple, pratique, donc c'est même intéressant sur beaucoup de thèmes, c'est très intéressant, même pour un débutant, d'étudier le jeu d'échecs en commençant par le Ruy Lopez, parce que il nous donne des explications simples sur des choses qui peuvent paraître simples à des joueurs aguerris, mais qui sont pas simples pour un débutant et qui sont pas forcément évidentes à comprendre du premier coup. 19e règle, que tout joueur soit averti qu'une tour et un cavalier à eux seuls ne peuvent pas gagner la partie contre une tour. Hein, donc ni selon l'usage en Italie, ni selon celui de l'Espagne, ni d'aucun autre endroit. Je ne dis pas seulement qu'on ne peut pas donner mat, mais ni liquider ni faire patte, quand celui qui a la tour sait jouer, de sorte que vous devez faire en sorte d'amener votre roi autant que possible au centre de l'échiquier, attaquant le roi adverse avec des échecs, et s'il se couvre avec son cavalier, de le tenir cloué, de manière à ce qu'il ne puisse se servir ni de lui, ni du roi. Là aussi, note de bas de page, il y a un échiquier qui suit pour illustrer ce propos, qui est aussi intéressant, voilà, pour vous montrer jusqu'où vont les conseils et règles générales du jeu que nous propose donc Ruy Lopez. Alors on poursuit avec cette fois, on rentre vraiment dans le livre, avec le chapitre 26, une autre façon d'organiser le jeu. Voilà, on va voir ici cette partie de Ruy Lopez. Ici, il commence par E4, E5, F4, voilà, c'est un gambit du roi, donc vous voyez, il nous propose un gambit du roi. Très intéressant. Ici, fou C5. Et il nous dit sur fou C5 un petit commentaire. Donc on voit ici un petit commentaire sur ce coup. Parce que les blancs n'oseront pas prendre en E5, car les noirs donneraient échec par dame H4 échec. Et gagneraient la partie. Effectivement, si on prend ici en E5, les noirs, regardez, jouent dame H4 échec au roi. Où va le roi? Si on joue en E2, évidemment, on est déroqué. Alors là, ici, il n'y a pas de roc, mais le roi ne pourra plus sauter. C'est la même règle. S'il bouge, il pourra plus sauter. Et le problème, c'est que si on dame H4, échec, si on fait G3, la dame ensuite prendrait le pion E4, puisqu'on a pris le pion E5. Elle prendrait E4, échec, et la tour est perdue. Voilà. C'est pour ça qu'il nous explique que les noirs gagneraient la partie si les blancs prennent E5. Voilà. Donc c'est pour ça que les noirs n'ont pas peur de jouer tout de suite fou C5. Et donc là, les blancs poursuivent par... Alors, hop, par ici, cavalier F3, D6, puis on prend E5. Voilà. Et là, il nous propose, ah oui, alors sur pion prend E5, voilà, pion prend E5, cavalier prend E5, et maintenant, dame H4. Alors ça semble être un peu la même, mais c'est pas tout à fait pareil. Puisque, évidemment, là, il est toujours pareil, si on joue roi E2, on va se prendre un dame F2 échec, et puis le roi est en balade, et puis si on joue G3, dame prend E4, avec la tour qui perd. Mais c'est pas la même chose, parce que les blancs vont quand même, ici, jouer G3, pour ne pas être mat, pour éviter de se faire mater, puisque sur roi E2, il y a même mat en fait, regardez ici la position, si on joue roi E2, on fait même pas dame F2 échec, on fait dame prend E4, échec et mat, puisque le roi peut pas venir en F2 à cause du fou. Donc on se fait mater, donc on n'a pas le choix, faut jouer G3,
mais c'est pas très grave, parce qu'on fait, après dame prend E4 qui a l'air de gagner la tour, c'est le cas, mais simplement on fait dame E2, dame prend H1, et maintenant, hop, cavalier G6. Échec à la découverte de la dame. Voilà, donc c'est très intéressant. Voilà, il nous le dit d'ailleurs, échec à la découverte, il nous dit Ruy Lopez. Et ici, simplement, sur cavalier E7, eh bien, on peut prendre un H8. Voilà. Les noirs jouent quand même ici fou H3, qui rajoute du clouage sur les blancs. Et il nous explique, les noirs vont échanger dame et fou, puis sauteront avec le roi. Alors voilà, ils sauteront en G8. Voilà, ils ont le droit de jouer roi G8. Vous voyez, l'avantage du saut du roi, c'est quand même plus puissant que le roc. C'est-à-dire que même si la tour est pas là, le roi peut quand même bouger de 2 cases. Ils sauteront avec le roi en G8, gagnant le cavalier. Voilà, effectivement, on a le fameux cavalier qui a pris une pièce, mais qui en fait est pris lui-même au piège. Et donc, comme les noirs ont gagné une tour nette, ils ont gagné une tour contre un cavalier qu'ils vont devoir rendre, donc c'est pas bon pour eux, et donc ils gagnent la partie. Vous voyez. Donc c'est très intéressant. Alors, il nous dit aussi quand même une variante. On a une variante ici, il nous propose 4 fou C4, c'est-à-dire ici, plutôt que de prendre, de jouer plutôt le coup fou C4, voilà, qui est quand même l'air sans doute mieux, dame E7, et là cavalier G5, attaque le pion F7, voilà, il nous propose ça, qu'est-ce qui se passe là-dessus, cavalier H6 pour les noirs, dame H5, on rajoute de la pression sur le pion F7, et là fou G4, et bien sûr les noirs peuvent venir en G4 attaquant la dame, et là fou prend F7, et oui on profite du fait que si le cavalier prend, eh bien le fou ici G4 n'est plus défendu, voilà. Et il nous explique que certains considèrent comme étant un bon coup. Donc là, il ne nous montre pas forcément les meilleurs coups. Hein. Il nous explique en quoi tel ou tel début de partie donne tel ou tel type de position. Hein, faut bien suivre sa méthode d'explication. Il nous donne y compris des mauvaises suites. Hein. Il ne cherche pas à nous montrer les meilleurs coups. Il nous cherche à nous expliquer les pièges qu'il y a dans l'ouverture. Donc les noirs prennent avec F7 de la dame. Pas bête, puisque comme ça, le cavalier continue de protéger G4. Le cavalier protège la dame F7. Et la dame H5 est attaquée, c'est-à-dire si les blancs prennent la dame F7, ils vont perdre la dame H5. Alors c'est ce que font les blancs. Là simplement les noirs prennent la dame H5, et après cavalier prend H8, il nous explique le cavalier est perdu. Là encore, le cavalier est perdu. On va roquer, enfin on va sauter avec le roi en G8, ce cavalier est perdu, et regardez les pièces, on a 1, 2, 3, 4 pièces contre 2 pièces mineures, et donc tour, il y a une tour contre 2 pièces. Et il nous explique que c'est mieux. Le cavalier est perdu, ainsi les noirs ont gagné un fou et un cavalier contre une tour et un pion. Ils restent avec un meilleur jeu car ils ont une pièce de plus. Vous voyez, donc c'est quand même très bien vu de la part de Ruy Lopez en 1561. Il nous explique pourquoi cette variante n'est pas si bonne que ça. Alors une autre possibilité ici, c'est que ici il nous propose aussi dame H4. Et simplement, avec les noirs, on prend le pion F4 selon lui. Et il nous explique, puis les noirs joueront F6, attaquant le cavalier G5, donc les noirs ensuite joueront F6, attaquant le cavalier G5, et ainsi ils pourront bien organiser leur jeu. Alors à noter ici qu'en prenant F4, aussi la dame maintenant attaque E4, donc par exemple sur cavalier prend F7, peut-être que les noirs peuvent prendre E4 avec échec, et où va le roi? Et le roi étant quand même embêté, puisque le fou G4 empêche le roi de venir en D1, il sera obligé de venir en F1, et ça a l'air quand même un tout petit peu délicat, puisqu'il y a dame prend C4, échec au roi, et on reprendrait le cavalier derrière. Donc c'est très bon pour les noirs. Voilà, donc il nous explique c'est ce début de partie, vous voyez, dans ce livre. Voilà, une des parties de Ruy Lopez. Alors on va voir maintenant une autre partie. Alors cette fois on va sauter dans le livre numéro 3. Donc c'est la partie où j'expliquais, où il traite du traité de Damiano. Voilà. Alors Damiano, donc c'est ce fameux portugais qui avait écrit ce livre avec le fameux Gambit de Damiano, et c'est un peu ce qu'on va voir là, c'est ce fameux Gambit de Damiano. Alors il va l'expliquer plusieurs fois, hein. Notamment alors, ce passage, il dit c'est proposé par Damiano. Il fera un chapitre spécial pour expliquer comment selon lui, selon Ruy Lopez, il faut jouer. Donc vous voyez, il sépare un petit peu comment Damiano propose les choses.
et comment selon lui il faut jouer. Alors E4, E5, cavalier F3, alors commentaire, hein, attaque le pion E5, pour le protéger les noirs peuvent faire 3 choses. Alors attention, là c'est les commentaires de Damiano, que Ruy Lopez a repris. D'accord, donc il faut bien comprendre ça, on le comprend en lisant le livre, hein, et c'est expliqué ici en titre de chapitre, hein, proposé par Damiano. Quand Ruy Lopez va commenter ça, il le dit dans des parties spéciales commentaires. Attaque le pion E5 pour le protéger, les noirs peuvent faire 3 choses. 2, cavalier en C6, il pourrait proposer 2, le cavalier en C6, et ceci est le mieux, selon Damiano. Ou bien 2 D6, et ceci n'est pas aussi bon, parce que le fou F8 reste enfermé. Et enfin, 2 F6 c'est le pire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que Damiano lui-même nous explique, et c'est repris donc de ce traité de Ruy Lopez, qui donc avec une pierre vous faites 2 coups, puisqu'on a à la fois le traité de Ruy Lopez, notamment le livre 2, mais aussi on a inclus le traité de Damiano dedans en fait. Donc il dit Damiano c'est le pire. Donc ce gambit, qui est un gambit, c'est un sacrifice ici que font les noirs, vous allez voir pourquoi. Ou les blancs d'ailleurs, on ne sait pas trop qui sacrifie quoi d'ailleurs ici, parce que vous allez voir ça va partir dans tous les sens. Damiano ne conseille pas de le faire, il dit que c'est le pire. Et il va expliquer pourquoi. Parce que les blancs peuvent prendre voilà, le cavalier, le pion E5. Voilà. Ils peuvent prendre le pion E5 avec le cavalier. Pourquoi? Parce qu'il suit ici, si les noirs reprennent avec le pion E5, il y a dame H5 échec. Et si les noirs jouent G6 pour parer l'échec, il y a la même astuce qu'on a vu tout à l'heure côté noir. C'est-à-dire que la dame va prendre E5, échec au roi, et on va gober la tour H8. Vous voyez? Donc dame H5 échec. Alors, Ruy Lopez nous dit, attention là c'est de Ruy Lopez, et pas dame H6 plus comme le dit Damiano, donc là on comprend que c'est lui qui parle. Et non, alors, Damiano aurait dit dame H6. Alors il n'a pas dit dame H6, il a dit la dame sur la 3e case de la tour du roi adverse. Vous voyez, il a dû dire quelque chose comme ça. Alors c'est pas la 3e, c'est la 4e. Bon, ça fait une petite erreur, alors Ruy Lopez l'explique. C'est pas dame H6 plus comme le dit Damiano, mais cette erreur doit être imputée à l'imprimeur ou bien à la mémoire de Damiano. Bon, commentaire de Ruy Lopez, bon, voilà. Donc, il explique l'erreur qu'il y a dans le traité. Donc ici, G6, alors qu'il y a un autre coup possible. G6, et ensuite il suit, donc après G6, dame prend E5 échec, dame E7, dame prend H8, voilà, gagne la tour. Et là Damiano propose dame prend E4 échec, roi D1, et maintenant cavalier E7, parce que le cavalier est attaqué. Et simplement, dame prend H7. Puis les blancs feront en sorte d'échanger les dames, puisque par ce moyen, ils sont gagnants. Donc ici, maintenant, les blancs vont essayer d'échanger les dames, puisqu'ils ont gobé une tour, hein, donc, contre une pièce, puisqu'ils ont donné le cavalier. Le cavalier a disparu contre la tour, donc ils ont une qualité, ils ont pris aussi le pion H7, le pion F6 n'existe plus, le pion E5 est sauté, il y a donc 2 pions et une qualité, donc effectivement c'est un avantage blanc net. Alors maintenant évidemment, commentaire de Ruy Lopez. Alors, il nous dit, tout ceci est la doctrine de Damiano, mais avant que nous allions plus loin avec son jeu, il convient de faire une remarque sur ce qui précède. Notamment, il nous propose donc ici, sur dame 7, dame prend H8, il nous propose le coup très intéressant, bien entendu, cavalier F6. Et il nous dit, en pensant enfermer la dame blanche. Ceci, effectivement, on a l'impression que la dame blanche, ici, est enfermée. Regardez, elle n'a plus de case. On ne peut pas prendre le cavalier puisqu'il y a la dame. La dame ne peut pas prendre H7 puisqu'il y a la dame qui protège le cavalier. Et puis, le fou empêche aussi de bouger. Voilà. Donc, en pensant enfermer la dame blanche. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Simplement, les blancs, regardez, font le coup D4. Et là, gros commentaire de Ruy Lopez. Pour ouvrir la voie au fou C1. On ouvre la voie au fou C1. Et on ne joue pas D3 pour ne pas fermer celle du fou. Ah, on ne joue pas D3 pour ne pas enfermer la voie du fou F1. Parce qu'il a envie de sortir lui aussi un jour ou l'autre. Et plutôt en C4 que en E2. Alors pourquoi on ouvre la voie du fou C1? Parce qu'on a envie de venir en H6 pour clouer le fou F8. Comme ça on peut échanger avec la dame. Et le fou, on échange dame et fou contre dame et fou. Et comme on a une qualité de plus, c'est bon pour les blancs.
Voilà, pour ouvrir la fois au fou C1, ne joue pas D3 pour ne pas enfermer celle du fou F1, parce qu'il est nécessaire pour le secours de leur dame que les fous entrent en jeu rapidement. Et de ne pas s'occuper présentement de garder un pion, parce qu'en libérant la dame, le jeu blanc restera bien meilleur que celui de leur ennemi. Voilà, donc on veut libérer cette dame H8. Avec suffisamment d'avantages pour pouvoir gagner, puisqu'on a une qualité de plus. Sans jouer ainsi, on pourrait voir le jeu blanc se comprimer. Ouais, donc vous voyez le terme se comprimer. Mais en déblayant la voie aux deux fous, hein, évidemment en jouant D4 on libère la voie des deux fous, donc très intéressant ce coup de D4, hein, on ne joue pas D3. En libérant la voie aux deux fous, le fou F1 pour le jouer en H6, attaquant le fou F8 cloué, et le fou F1 pour pouvoir, le fou C1 pardon ici, et le fou F1 pour pouvoir donner échec au roi adverse. Donc évidemment le fou F1 éventuellement on pourra venir en C4 échec en cas de roi F7 par exemple. Écoutez bien ce qu'il dit là. Et le fou F1 pour pouvoir donner échec au roi adverse s'il venait à jouer à F7, mais pas tout de suite, ce qui sera un mauvais coup, mais en son temps. Il nous explique pourquoi, regardez, parce que si on joue tout de suite roi F7, il nous montre la suite. Il faut donc noter ici que fou C4+, est un mauvais coup, car il suit fou C4 échec, parce que sur fou C4 échec, regardez, D5, et oui, parce que regardez, le pion E4, il est cloué là. Et oui, donc en fait, il attaque pas vraiment D5. Donc là, D5, on est protégé par le cavalier F6, et si les fous, les blancs prennent, il le dit, hein, ici, si fou prend D5, alors attendez, hop, voilà, si fou prend D5, simplement, ici, cavalier prend D5, car le pion E4 est cloué, voilà. Et l'autre raison pour laquelle il faut jouer 7D4, donc l'autre raison pour laquelle il faut jouer ce coup D4, il nous le dit, et de pouvoir pousser E5 quand il convient. Alors l'avantage aussi qu'on pousse E5. On n'a pas peur de dame prend ici en fait, parce que on jouerait sans doute un coup comme roi à D1, on laisse même les noirs prennent en D4, puisque ça nous permettra de sortir les pièces, d'amener la tour, faire un échec sur la colonne E. Vous voyez, donc à la limite ça ouvre le jeu pour les blancs. Alors écoutez bien, parce qu'il y a une anecdote très importante dans ce passage, pour pouvoir jouer E5 quand il convient, attaquant le cavalier F6, tout en restant protégé par le pion D4, Damiano n'a touché du doigt aucun de ses points, son début étant joué par quelques joueurs principalement, face à ceux qui n'en savent pas beaucoup, c'est-à-dire face aux débutants. Cela fut même joué quelquefois face à moi, par un joueur estimé qui se faisait appeler El Muchacho de Roma. El Muchacho de Roma, ça veut dire le jeune homme de Rome. El Muchacho de Roma, pensez au kid de Brooklyn pour Bobby Fischer, on disait le kid de Brooklyn, c'est un peu ça, c'est en italien ou en espagnol. El Muchacho de Roma. Et il y a une note de bas de page ici qui nous dit Muchacho, donc jeune homme adolescent. Et qui était cet intrigant Muchacho de Roma? C'est pas clair hein, qui c'était ce Muchacho. Puisqu'à cette date, Leonardo da Cutri, qui finira par l'emporter face à Ruy Lopez, mais 14 ans plus tard, il avait que 8 ans à ce moment-là. Donc 8 ans, ça fait un peu jeune pour s'appeler Muchacho. Et un autre Italien fameux de l'époque, Paolo Boy, avait apparemment 32 ans. Donc c'est sans doute ni l'un ni l'autre. Donc ça devait être un joueur fameux, mais c'est ni Leonardo da Cutri, ni Paolo Boy. Ou alors il appelle Muchacho un gamin de 8 ans, c'est possible. Donc il se faisait appeler El Muchacho de Roma à Rome au début du pontificat du pape Pie IV en l'an 1560. Ceci étant noté, revenons à notre sujet en suivant le jeu de Damiano. Donc c'est intéressant. Intéressant de savoir que ce début donc peut jouer uniquement par des joueurs qui veulent provoquer l'adversaire, qui sont plutôt des débutants, et que ça a été joué contre lui quand même. Il explique à Rome en 1560, alors qu'il était à Rome pour l'élection du pape Pie IV. Voilà. Alors, il nous propose aussi une variante sur roi E7. Alors, on peut regarder ici. Après prise, la dame H5. Ici, il nous propose roi E7. Voilà, roi E7. Simplement, on fait dame prend E5 échec, roi F7. Fou C4 échec, D5. Ah non, il nous propose d'abord roi G6, une possibilité de roi G6, ça c'est une variante, on va le voir après, bon, je vous la montre quand même tout de suite. Il nous propose, voilà, ici roi G6, la variante elle est là, sur cette variante, après on va revenir à la partie, sur cette variante puisqu'on est dessus, dame H5 échec, roi G6, et simplement D3 échec,
Pourquoi D3 échec? Puisque le fou fait un échec au roi F6. Voilà. C'est des coups connus dans ce fameux gambit de Damiano. G5 et regardez maintenant le coup H4, très fort. Et si les noirs ne jouent pas donc le fameux coup D5 qu'on va voir tout de suite, ils perdront la dame et ils seront mat. Damiano ne dit pas plus qu'ils perdront la dame. Mais en fait, il explique que là, si, ça perd tout. Puisque là, les noirs jouent D5. Ici, forcé. Il faut absolument jouer ça. Attaque la dame. Et attaque aussi le fou C4. Mais c'est au blanc de jouer. Et il y a quand même H prend G5 avec échec du pion, mais aussi de la tour. Donc il faut, sur un double échec, bouger le roi. Ici en G7. Et là maintenant, dame 5 échec. Qui ramasse la tour H8. Qui de plus sur roi F7 permettrait fou prend D5 échec au roi. Échec double, hein, alors, enfin, pas échec double ici. Alors les noirs ici jouent cavalier F6 pour pas perdre la tour H8 et se faire mater derrière. Le mieux que puissent jouer les noirs, voilà, c'est ce que nous dit Ruy Lopez. Et ici, pion prend F6 échec, dame prend F6, dame prend F6 échec, roi prend. Et maintenant, simplement, fou prend D5 et les blancs restent avec 7 pions contre 4 noirs dans cette variante. Alors on va revenir, puisqu'il y a une autre suite. Fou C4. Voilà. Hop. Donc on revient à la variante principale. Roi E7, fou C4. Échec ici. Non, c'est pas là. Je crois que c'est encore avant. Alors c'est où? Ici. Voilà, échec. Non, c'est pas ici. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Ben non, c'est ça, c'est la variante en fait. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Ici, sur E5. Roi F7. Ah oui, variante 4, Roi E7, dame prend E5 ici. Roi F7, fou D4, roi D5, et voilà, oui c'est ça, non en fait c'est la variante, voilà d'accord, c'est la variante, on a, je crois qu'on a tout vu, ici, alors commentaire de Ruy Lopez, ceci est la doctrine de Damiano, alors il va enrichir en fait cette partie, voilà c'est pour ça, il va enrichir cette partie au chapitre suivant, où il va expliquer comment jouer ce gambit. Alors ceci est la doctrine de Damiano, quoique dit par d'autres mots et avec une démonstration plus claire. Ici, la démonstration de Ruy Lopez est plus claire parce que selon lui, comme l'explique Damiano, c'est quand même pas facile. Avec quoi il met fin à tous les modes de jeu et bonne direction des parties qui commencent par le pion roi. Ce sont de bonnes techniques pour diriger la partie, pour enseigner à jouer d'une façon autant profonde que subtile chacune. Je le crois, et vous le verrez, vous le comprendrez vous-même, même si vous n'êtes pas un très bon joueur. Donc il explique quand même que ce début est très important, et très intéressant à analyser pour enseigner, voilà, parce qu'il y a quand même des suites forcées assez longues, et donc ce début est vraiment très intéressant à étudier, ce fameux gambit de Damiano, pour le développement, pour l'attaque du roi, et il le dit déjà donc à cette époque. Mais avant que je donne beaucoup de façons de pouvoir diriger le jeu en attaque et en défense des deux camps, en débutant la partie par cette voie qu'a commencé Damiano, et en démontrant dans celle-ci ce qu'il n'a pas prévu ni consolidé, donc il va montrer plus de choses que Damiano, je veux traiter un peu de cette dernière manière de diriger la partie qu'il a montré du côté de l'attaque et qu'en Espagne on appelle le gambit de Damiano. Et parce que je serai long, je ferai de ceci un chapitre à part. Voilà. Donc en fait, il nous montrera d'autres variantes dans un chapitre à part pour justement un petit peu enrichir ce début. Voilà. Alors il fait l'éloge de Damiano quand même sur ce début. Il explique quand même que c'est sans doute ce qu'il a montré de plus précis de la manière de jouer contre ce gambit. Voilà. Donc ici, maintenant, on va voir la dernière partie que je voulais vous montrer, le dernier moment. Alors, vous allez voir, c'est spécial, puisqu'on est dans une partie à avantage. Sur comment, chapitre 2, sur comment on doit mener le jeu, celui qui aura 2 coups d'avance contre le pion F. C'est-à-dire que les blancs ont donné le pion F, et ils ont... en échange, 2 coups, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer 2 coups. Alors il va nous proposer 2 variantes avec le premier coup E4.
Alors il nous dit que de ne pas jouer les deux pions du roi et de la dame en E4 et D4, car bien que ces coups peuvent sembler bons, ils ne le sont pas. Et il nous explique, il nous montre quand même pourquoi. Vous voyez, c'est donc, il ne fait pas que le dire, il nous montre aussi. Voilà, donc il nous montre d'abord de ne pas jouer ça, parce que ça paraît pas bon dans cette ouverture. Alors évidemment, quand on a donné le pion F, on est faible sur la fameuse grande diagonale qui fait échec et qui prend le pion central. Hein, donc ici, regardez, les noirs en profitent pour jouer E5 tout de suite. Voilà, désorganise le jeu blanc. Et sur pion prend E5, dame H4 échec, G3 pour éviter de se déroquer, dame prend E4 échec. Et simplement ici, ça gagne la tour H1, et il conclut là. Vous voyez, donc c'est très simple. Il nous propose une variante. Ici, sur dame H4 échec, roi en D2. Voilà. Et il nous dit simplement ici, dame prend E4. Coup suivant ici, dame prend E4. Et ainsi les noirs auront incommodé les blancs, et qui plus est, leur auront fait bouger le roi, et donc, pour ne pas se désorganiser, il ne convient pas de jouer ces deux coups de pion, comme je l'ai dit. Voilà. Donc effectivement, les noirs ont incommodé les blancs, puisque le roi blanc a été obligé de jouer, donc à noter notamment qu'il ne peut plus sauter. Il ne peut plus sauter. Et puis on a rendu le pion, on a rendu quand même avec... ici avec les blancs, on a donné le pion central, donc c'est pas ce qu'il conseille. Donc il nous propose plutôt une autre voie, ici, toujours sur ce début. Donc on a donné le pion F, on a deux coups, on joue d'abord E4, mais on joue plutôt cavalier F3 comme deuxième coup. Voilà. Dans cette partie donc à avantage. Et là il nous explique E5. On ne prendra pas avec le cavalier par peur de l'échec susdit. Donc là, évidemment, on ne prendra pas E5 à cause du fameux dame H4 échec, G3, dame prend E4 et on va gober la tour H1. A noter que le fameux échec de la découverte du cavalier, on l'a vu tout à l'heure, marche moyennement puisque le roi bouge. Et sur cavalier prend, on risque d'avoir un cavalier qui sortira pas ici. Il aura du mal à sortir. On va défendre et avec les noirs, on va finir par reprendre le cavalier. On aura une qualité de plus. On a pris on aura deux pièces pour une tour, pardon. Puisqu'on a pris la tour H1 et on va récupérer le cavalier contre la tour. Donc ici, il nous propose fou C4, fou C5, et maintenant C3. Alors coup très souvent joué par Ruy Lopez, hein, comme vous pouvez le constater. Le coup C3 pour jouer D4 assez vite. Un coup que Philidor aussi joue quelques fois d'ailleurs. Hein. Alors Philidor, on est quand même 200 ans plus tard, hein. Faut pas oublier. Mais il le joue quand même encore toujours à l'époque. Et peut-être ça vient de cette ancienne façon de jouer. C'est resté, on est resté sur ses débuts anciens avant de changer le fusil d'épaule quand on s'est rendu compte finalement que le rock changeait quand même dramatiquement la façon de juger la position. Donc ici, cavalier C6, D4. Voilà, normal, hein, ça c'est un début normal. On a surprotégé des 4 on est protégé par le cavalier, le pion, la dame. Les noirs vont pouvoir prendre une première fois. Et après la prise, il faut un échec pour pas perdre de temps. Et simplement on sort ses pièces, cavalier C3. Cavalier F6, à noter qu'ici on peut pas roquer. On peut éventuellement sauter. Et si on saute avec le roi, la tour reste enfermée. C'est pour ça que dans quelques parties, on voit les blancs jouer d'abord leur tour en F1, et ensuite après... le roc saute par-dessus, et il appelle ça transposer, Ruy Lopez. Donc le roc en deux temps, si vous voulez. Donc cavalier C3, cavalier F6, E5, voilà, attaque le cavalier, bien sûr, cavalier E4, et maintenant dame B3. Alors dame B3, je protège la case C3, donc en cas de prise en C3, je reprends du pion, la dame protège, et en même temps j'attaque F7. Il nous le dit, attaquant F7, ou bien encore, il nous propose aussi un autre coup de jouer dame D3, et ainsi, pour peu qu'ils sachent jouer, les blancs organiseront bien leur jeu. Voilà. Alors il dit souvent ça, pour peu qu'ils sachent jouer. Il dit souvent ça, c'est un leitmotiv chez Ruy Lopez, pour peu qu'ils savent jouer, il le dit tout le long du livre. Il précise bien, vous allez gagner, mais encore faut-il que vous sachiez jouer, parce qu'il faut encore jouer, quoi. Il y a encore des choses à faire pour gagner, mais il dit bien les blancs ou les noirs ont l'avantage quand ils terminent ces conclusions. Si l'on joue en dehors de ce qu'il est dit ici, gardez à l'esprit ces coups à fournir selon leur nécessité, car en les connaissant, vous pourrez bien mener votre jeu. Vous voyez, donc les conseils de Ruy Lopez sont très intéressants, il vous le dit, c'est-à-dire même si c'est en dehors de ce qui est dit là, ces coups sont un peu en quelque sorte des coups standards. Voilà, c'est une façon standard d'ouvrir le jeu.
C'est une façon bien utile, bien réfléchie de jouer, et qui finalement se retrouve dans d'autres débuts de partie. Et donc il vaut mieux les garder à l'esprit, car c'est des coups utiles. Voilà, des coups utiles à connaître. Voilà, donc très intéressant. Même dans les parties à avantage, on apprend des choses dans le Ruy Lopez. Voilà. C'est ça qu'il faut noter dans ce manuel, c'est que bien que la façon de jouer est un peu différente, à cause du roi qui saute notamment, mais essentiellement que ça, il va aussi faire quelques analyses de partie quand même avec le roc, puisque... Non, pas avec le roc, avec le coup de la prise en passant, voilà. Il fait avec la prise en passant, il promeut la prise en passant, donc toutes les parties de Ruy Lopez sont avec la prise en passant, mais comme en Italie à l'époque, on ne joue pas avec la prise en passant, eh bien il fera parfois des chapitres pour expliquer si on joue la mode italienne, alors voilà, il faut jouer un peu différemment, et il nous montre des variantes sans la prise en passant. Mais il n'y en a pas tant que ça, il doit y avoir 2 ou 3 chapitres où il explique comment jouer à la mode italienne sur quelques variantes un peu tendues. Et voilà, donc on arrive à la fin de cet aperçu, voyez, de ce manuel très riche, 457 pages. Ce fameux manuel de Ruy Lopez de Segura. Donc je vous lis la postface, dernière page. Donc voici enfin traduit en français entièrement modernisé le très fameux manuel de Ruy Lopez de Segura, publié en 1561, et qui contient donc l'origine de la non moins fameuse ouverture espagnole, appelée aussi Ruy Lopez. Alors on l'a pas vu aujourd'hui, parce que ça serait trop long, on peut pas tout voir, on a vu le Gambit d'Amiano. Et en 4 livres, donc le prêtre espagnol et meilleur joueur de son temps consolide origine, fondement et pratique du jeu d'échecs, à une époque où les règles sont encore disparates entre l'Espagne et l'Italie, où il se pratiquait le plus. Voilà, c'était vraiment entre l'Espagne et l'Italie qu'on pratiquait le plus le jeu, au Portugal aussi bien sûr, bon, le Portugal et l'Espagne, on comprend bien que c'est quand même extrêmement proche. Cette traduction et adaptation reprend tout le contenu original, hein, ça a été vraiment traduit à partir de l'original, hein, à partir vraiment du texte original en espagnol, hein, je suis hispanisant, et donc j'ai fait une traduction vraiment à partir de l'original, j'y tenais. D'abord, de toute façon, je crois qu'il n'y a que ça, et je ne crois pas qu'il y ait d'autres éditions où on puisse le lire, tout simplement. Mais je l'aurais fait quand même de toute façon à partir de l'original, même si ça avait été le cas. Voilà. En retranscrivant les parties en notation algébrique agrémentées donc d'un nombre considérable d'échiquiers, comme vous avez vu dans les exemples, il y a beaucoup d'échiquiers, il y en a tous les 2, 3, 4 coups maximum, il y a vraiment de quoi le lire sans échiquier à côté, même si ici on a mis un échiquier, on aurait presque pu s'en passer, même pour faire cette présentation. Voilà, donc ce manuel, fameux manuel de Ruy Lopez, enfin édité en français, et vraiment c'est une merveille. Moi j'ai pris un très grand plaisir et aussi j'ai eu un très grand respect en lisant ce livre, puisqu'on est quand même connecté là à l'histoire, à la grande histoire du jeu d'échecs, et vraiment la très grande histoire avec Ruy Lopez, et je crois quand même que c'était un manque considérable que ce livre n'ait vraiment jamais pris sa place dans les bibliothèques échiquiennes françaises. C'est à lire pour les passionnés d'histoire aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de textes qui nous ramènent à l'histoire et aux règles du jeu de l'époque. Donc en termes d'histoire du jeu d'échecs, ce livre est fondamental. C'est à partir de ce livre que les traités des jeux d'échecs du XVIIe siècle, c'est-à-dire les années 1600, vont commencer à apparaître. Il faut savoir que le premier livre en allemand n'a été édité que dans les années 1617, je crois. Philidor en parle dans son introduction de son analyse du jeu d'échecs, dans son introduction de l'édition de 1749, qui n'est pas dans celle de 1777, mais il en parle. Voilà, pour le premier livre allemand, et puis les premiers livres anglais, c'est pareil, on n'a pas de livre anglais en 1500 et quelques, ou très peu, si vous voulez, ou c'est de l'ordre du traité de Lucena, c'est-à-dire que c'est quelques positions éventuellement, mais pas un traité aussi complet, aussi théorique que le Ruy Lopez, qui a fait école, hein, et c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant la partie espagnole, la Ruy Lopez. C'est qu'à partir de là, toute l'Espagne s'est mise à jouer cette ouverture qu'il a proposée et qui s'est trouvée analysée, enrichie et qui est parvenue jusqu'à nous et qui encore est jouée dans les championnats du monde. Voilà. Donc, mais merci de m'avoir suivi sur cette émission Diagonale TV spéciale, donc sortie en octobre 2015, donc sous quelques jours de ce
grand monument de l'histoire du jeu d'échecs, livre de l'invention libérale et art du jeu d'échecs de Ruy López de Segura, traduit de l'espagnol, 450 notes de bas de page, 457 pages en tout, comportant donc 4 livres, et donc je vous l'ai dit, le sommaire lui-même, il fait pas loin de 16 pages de sommaire. C'est vraiment une somme considérable et qui, je crois, mérite vraiment d'être lu et étudié pour son aspect historique fondamental, mais aussi pour comprendre comment les règles du jeu d'échecs ont évolué, et aussi pour apprendre eh bien, les bases de la technique et de la combinaison aux échecs, et la base de la technique et de l'ouverture des parties, du jeu des pions. Déjà, Ruy López nous explique plein de choses qu'un débutant devrait commencer à connaître. Et pourquoi pas en le faisant en même temps qu'en étudiant l'histoire du jeu, faire d'une pierre deux coups. Ça me paraît une excellente façon d'étudier le jeu des rois, le roi des jeux, le jeu d'échecs. Merci à tous, à bientôt pour une prochaine émission sur Diagonale TV.